Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, c'est dans la province de Fianarantsoa que le candidat numéro 3 a obtenu le plus de voix à l'élection présidentielle. La province de Tuliar, en revanche, a enregistré le taux de participation le plus élevé parmi les 6 provinces avec 63,33%. Le résumé à travers ce reportage de Saïsi Levin. 721 735 électeurs ont voté pour le candidat numéro 3 à Fianarantsoa, selon les résultats officieux du scrutin. Il a donc obtenu 66,07%. Ainsi, la province de Fianarantsoa est celle où le candidat Andrazuel a obtenu le plus grand nombre de voix parmi les 6 provinces lors du scrutin du 16 novembre. Fianarantsoa a enregistré 1 404 votes valides et un taux de participation de 55,13%. La province d'Antananarivo occupe la deuxième place où le candidat Andrazuel a obtenu le plus de voix. Selon les résultats provisoires des élections, 600 412 citoyens ont voté pour le candidat numéro 3, soit 59,61% des suffrages exprimés. Pour la province de Tuliar, le candidat Andrazuel a obtenu 541 707 voix, soit 54,68%. Tuliar a enregistré le taux de participation le plus élevé puisque 63,33% des 1 631 040 électeurs sont venus voter. Dans la province de Tuamasin, 62,03% des suffrages ont été remportés par le candidat numéro 3 Andrazuel, soit 466 924 votants. Le taux de participation dans la province de Tuamasin étant de 47,62%. La province de Mazang a enregistré un taux de participation de 45,92%. 321 233 votants ont manifesté leur attachement au candidat Andrazuel, soit 52,87% des voix. Quant à la province d'Atsranan, Andrazuel a obtenu 51,78%, soit 204 079 voix. Le total des statistiques provinciales montre que le candidat Andrazuel a obtenu 2 856 090 voix, soit 58,95% des suffrages valables selon les résultats officieux. Il convient de noter pour les observateurs que cette élection est le reflet du jugement du peuple sur le travail qui a été accompli au cours des 5 dernières années. Il est donc clair que la majorité attend avec impatience la poursuite des efforts de développement. Toujours dans ce contexte, la CEMAC réfute la demande d'annulation du scrutin du 16 novembre dernier. Selon elle, l'élection s'est déroulée dans la transparence et l'équité. Cette élection a également répondu aux normes internationales en matière d'organisation et de déroulement d'élections démocratiques. Toujours un reportage de Saï Sylvain. D'après la CEMAC, ou Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, certaines organisations ou groupes émettent des fausses déclarations concernant l'élection du 16 novembre dernier. La CEMAC a assisté à une période de campagne électorale dans le calme, la paix, la liberté de circuler malgré quelques foyers de tension par endroits. Ainsi, elle refute la demande d'annulation du scrutin du 16 novembre. Nous refutons les demandes d'annulation du scrutin émanant d'autres organisations. Selon notre expertise, l'élection présidentielle en République de Malgache s'est déroulée dans la transparence et l'équité. La Constitution malgache et la loi électorale en vigueur ont été respectées tout au long du processus, garantissant ainsi la légitimité des résultats. Nous rappelons que lors de l'élection présidentielle de 2018, le taux de participation était de 48,09% contre 43% en 2023, connaissant une petite baisse. La CENI a fait remarquer que le nombre d'électeurs a connu une hausse cette année.
Les médias nationaux et internationaux ont couvert toutes les étapes du processus en donnant la parole à toutes les entités impliquées dans le processus électoral. Ces élections ont répondu aux normes internationales en matière d'organisation et de déroulement d'élections démocratiques. Ces observateurs électoraux ont également souligné que l'élection présidentielle a répondu aux normes internationales et que toutes les entités étaient impliquées dans le processus électoral. L'élection, c'est un jeu. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas une bataille, c'est un jeu. C'est un jeu pourquoi? Parce que les règles sont fixées en avance. On ne fixe pas les règles d'un jeu au cours du jeu. On fixe les règles avant le jeu. Ça veut dire que pour que vous acceptez prendre part au jeu, c'est que vous vous êtes rendu compte que les conditions étaient réunies pour que vous puissiez accepter. Alors, donc quand nous avons fini de dire cela, nous disons encore pour une dernière fois que nous remercions grandiosement le peuple malgache parce qu'ils ont su déjouer cet esprit que nous avons toujours appelé l'esprit malin sur le continent africain qui n'attendent que les périodes de fragilité telles que les élections. La CEMAC a observé les élections dans plus de 115 pays africains depuis son existence, notamment l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Sénégal ou le Cameroun. La CEMAC a également salué le professionnalisme de la CENI dans l'organisation, le déroulement de l'élection et la publication des résultats provisoires. En économie, l'expansion de la culture du cacao dans les régions d'Atsinanen et d'Atimotsinanen est l'une des stratégies du gouvernement visant à promouvoir la production du cacao dans notre pays. Le cacao de Madagascar, recherché au niveau international, est considéré comme le meilleur du monde. Madagascar vise ainsi à répondre à la demande d'après la réunion du Comité national du cacao dirigée par le ministre du Commerce et de la Consommation. Sai Sylvain Nza Ranjeansu. La filière cacao rapporte annuellement 24,5 millions de dollars pour Madagascar. Au cours de l'année 2022, Madagascar a exporté 15 000 tonnes de cacao. Le cacao de Madagascar fait partie des top 5 des meilleurs cacaos du monde. Pour cette raison, nous avons remporté le prix international du 100% meilleur cacao du monde. La demande internationale pour le cacao malgache est de plus en plus forte. En revanche, Madagascar doit augmenter son offre selon les informations. 30 000 agriculteurs sont engagés dans la culture du cacao et la superficie totale qu'ils utilisent est de 30 000 hectares. Lors de la réunion du Comité national du cacao vendredi, le ministère du Commerce et de la Consommation a déclaré qu'il faut étendre la culture du cacao dans les régions Atsinanen et Atimotsinanen pour augmenter le rendement, renouveler les cultures de cacao qui ne sont plus productives, adapter nos cacaos aux normes et exigences du commerce international et encourager la participation des acteurs malgaches du cacao et du chocolat à des événements internationaux. Au cours de la réunion, le ministre a également encouragé les membres à renforcer leurs efforts au profit de notre cacao et de ceux qui en vivent, des agriculteurs aux exportateurs. Et puis toujours en économie, la mise en place d'une plateforme dédiée aux opérateurs touristiques améliorera le secteur selon les guides touristiques de la région de Murundave. Ces derniers ont démontré leur volonté de développer le tourisme local lors du passage des responsables auprès du ministère du Tourisme sur place. Les détails avec Fanjasena Mireille. Dans le but d'éradiquer le secteur informel, le ministère du Tourisme a mis en place une plateforme regroupant les opérateurs du tourisme. Cela facilitera également l'amélioration de la qualité des offres pour les touristes. Lors de la descente des responsables du ministère du Tourisme à Murundave, les réalisations de ce département ministériel au cours des 5 dernières années ont été présentées. Et puis la région d'Anos améliorera la coordination des travaux avec les partenaires pour permettre son développement, a déclaré le gouverneur de cette région. En effet, cela était un obstacle dans la mise en œuvre des travaux dans la région, a-t-elle admis. L'objectif est d'avoir une vision commune et de la concrétiser. Indoniana Martina.
La région d'Anos est l'une des régions les plus riches en ressources naturelles, mais surtout en ressources humaines. Cela est exploitable pour permettre le développement de la région, précise la gouverneure voire Gutwel Manansou. Il existe également de nombreux projets, mais il y a des défauts dans la planification des travaux. On a beau travailler, nous à Fafi Sud spécialement sur les problématiques de sécurité alimentaire, de développement agricole, on a aussi des réflexions sur le tourisme, le commerce, l'environnement. Et maintenant je sais à qui m'adresser et je sais comment faire encore mieux fonctionner ce réseau. Et c'est formidable, ça n'a pas de prix. J'ai gagné certainement au travers de cet atelier, j'ai gagné 6 mois de boulot parce que maintenant je sais qui est qui et comment je peux optimiser l'utilisation des ressources humaines au travers de la région. L'objectif étant une vision commune pour réaliser le développement de la région d'Anos, selon toujours ses explications. Cette rencontre entre les partenaires et la gouverneure organisée vendredi dernier est une première pour cette région. Dans un tout autre sujet, les travaux de construction prévus sur le terrain de foot de Fuktan Saraunenen dans le 5e arrondissement se sont poursuivis par la démolition du mur d'un particulier possédant un titre de propriété légale. Cette construction est rejetée depuis le début par les riverains, mais l'accaparement se poursuit selon leur plainte. On dit également que les travaux portent sur une infrastructure gouvernementale, mais les riverains ont confirmé que ce n'est pas le cas. Andoniana Martina, Zaranjansu. Un groupe d'hommes a démoli ce grand mur appartenant à un particulier à proximité du stade de foot du Fuktan Saraunenen dans le 5e arrondissement. Le propriétaire dispose d'un titre, même s'il est inclus dans une partie du stade. Il y a déjà un permis de construire émanant de la commune, mais voilà qu'il a été démoli par autrui. Comme on le sait, le propriétaire de cette partie du terrain de foot de Saraunenen a également reçu l'autorisation du tribunal pour poursuivre la construction du mur. Le propriétaire du terrain a confirmé que les travaux prévus sur la place ne sont pas un projet du gouvernement. La construction sur ce stade de foot a déjà commencé et les matériaux utilisés par l'entreprise sont déjà sur place. Les habitants de Saraunenen se battent jusqu'au bout pour ce stade, car le terrain a un propriétaire et ils utilisent le stade avec l'autorisation du propriétaire. En plus de jouer au foot, de nombreuses écoles du quartier utilisent le stade pour le PS. Voilà pour les actualités internationales. On passe à présent aux actualités internationales. Officiellement lancé dans la course à la présidentielle en République démocratique du Congo depuis début octobre, le docteur Denis Mukwege a donné son premier grand meeting samedi à Bukavu, sa ville natale située dans l'est du pays. Le prix Nobel de la paix de 2018 a promis de lutter contre la corruption et de mettre fin à la guerre, mettre fin à la famine, alors que le pays connaît un pic de crise avec le retour sur scène sur l'ancienne rébellion M23. France 24. Une semaine après le début de la campagne électorale que Denis Mukwege se lance dans la course. Pour son premier meeting, il a choisi Bukavu dans le sud Kivu, une province qu'il connaît bien puisqu'il y exerce comme gynécologue depuis près de 30 ans. C'est de là qu'il a tiré son surnom d'homme qui répare les femmes victimes de violences sexuelles. Alors à son arrivée, il s'est rendu dans 3 villages pour rencontrer la population et détailler son offre politique. Elle repose sur 12 piliers, essentiellement portés sur des préoccupations sécuritaires, une priorité pour le prix Nobel de la paix puisque cette province, comme d'autres provinces dans l'est du pays, sont en proie aux violences des groupes armés depuis 3 décennies. Toujours dans l'est du pays, un autre candidat de l'opposition, Moïse Katumbi, a aussi donné un meeting à Goma, bastion électoral clé confronté à des défis sécuritaires depuis la résurgence du groupe rebelle M23. Alors en République démocratique du Congo, la campagne électorale bat son plein. Le président sortant, Félix Tshisekedi, devrait lui tenir un meeting à Gemena, dans le nord du pays. L'opposant Martin Fayulu est lui attendu dans l'ancienne province orientale. Les 26 candidats ont maintenant un peu plus de 3 semaines pour battre campagne. L'élection présidentielle est annoncée pour le 20 décembre. Et un calme relatif règne dans la zone frontalière israélo-libanaise, d'après le correspondant de France 24 à Beyrouth. Écoutons.
Rappelons que le Hamas incarne l'évolution naturelle du groupe palestinien des frères musulmans, une évolution qui s'est accélérée à partir de la seconde moitié des années 80. Le mouvement a établi une présence dans les camps de réfugiés au Liban au début des années 90. Il a gagné en popularité grâce notamment à sa rhétorique nationaliste et à ses discours centrés sur la défense des droits des Palestiniens et sur la résistance contre Israël. Eh bien, si certains adhèrent à ces idéaux, d'autres soutiennent des factions rivales, essentiellement le Fatah. Au fil des années, eh bien, les divisions internes au sein du Hamas vont considérablement diminuer son influence dans les camps en faveur du mouvement de Yasser Arafat. L'essentiel de ces soutiens se concentre dans les camps de Shatila et de Ain el-Helwe au sud du Liban, où le Hamas s'est réorganisé politiquement et militairement. À ce propos, la branche armée du Hamas, les brigades Al-Qassam, ont d'ailleurs revendiqué ces dernières semaines plusieurs tirs de missiles en direction du nord d'Israël. Par ailleurs, le Hamas a également une branche politique en exil, dirigée par un bureau politique dont les membres sont basés en dehors des territoires palestiniens, au Qatar, mais aussi au Liban, justement. Ils ont des liens avec certains partis libanais, dont le Hezbollah. Des réunions entre des cadres du Hamas et le chef du Hezbollah ont été rapportées ces dernières semaines. Rappelons toutefois que si les deux groupes partagent des affinités idéologiques, eh bien ils sont distincts et n'ont pas toujours des objectifs stratégiques très alignés. Les cadres du Hamas au Liban sont souvent invités sur les plateaux de télévision. Ils maîtrisent bien les techniques de communication et sont souvent bilingues. D'ailleurs, dans le reportage diffusé avant ce duplex, on entend clairement Oussama Hamdan, le responsable du Hamas, eh bien, s'exprimer en anglais. L'objectif est donc naturellement de se faire entendre auprès des médias occidentaux et d'accéder à une plus large audience. Ce calme relatif règne dans la zone frontalière. Aujourd'hui, hier, un léger regain de tension avait été enregistré. Une patrouille de la FINUL avait été touchée par des tirs israéliens sans faire de victimes. Une attaque troublante, selon les mots de la FINUL, qui a donc condamné cet incident et rappelé aux parties concernées leur responsabilité concernant la sécurité des casques bleus. Un autre incident s'est produit à Kfar Kila, une localité proche de la frontière et réputée pour ses oliveraies. L'armée israélienne a tiré en l'air pour effrayer des agriculteurs qui récoltaient leurs olives. Voilà donc pour la situation à la frontière, où donc un calme relatif règne ce dimanche. L'envoyé spécial de France 24 à Jérusalem fait le point au lendemain de la libération de 17 otages retenus dans la bande de Gaza, libérés samedi soir au terme d'une longue attente. France 24. À quoi peut-on s'attendre ce dimanche, en ce troisième jour de pause dans les combats ? Alors une nouvelle journée d'espoir et d'inquiétude pour les familles qui vont espérer que les choses se déroulent de la meilleure des façons. On rentre donc dans cette troisième phase après 2 journées de libération, dont une hier plutôt chaotique. Le schéma devrait être le même. Des otages israéliens, d'abord remis par le Hamas au CICR, qui les emmènera théoriquement jusqu'au point de passage de Rafah, frontière avec l'Égypte, avant une prise en charge côté égyptien. Et puis les forces armées israéliennes devront récupérer ces otages et éventuellement les emmener dans des hôpitaux à travers le pays. Donc ça, c'est théoriquement ce qui est prévu. Hier, on a bien vu que la situation pouvait basculer parce qu'il y a eu des tensions entre le Hamas et Israël. En tout cas, on retiendra de cette journée de libération quelques images, notamment celle de Emily End, une petite fille de 9 ans. Elle est très connue dans le pays parce que son père, dans un premier temps, avait pensé qu'elle était morte et qu'il avait déclaré qu'il la préférait morte plutôt qu'entre les mains du Hamas. Par la suite, on a compris que la petite fille était toujours en vie. On a vu cette image de cet enfant courant dans les bras de son père. On peut également noter l'image de la jeune Mia Regev qui était blessée et qui était la seule otage à avoir été transportée vers l'hôpital
de Soroka, du côté de Beersheva. C'est à une quarantaine de minutes de la bande de Gaza. Les autres ont été ramenés vers des hôpitaux, vers un hôpital de la banlieue de Tel Aviv. À Tel Aviv, il y avait un rassemblement assez important hier parce que ça a bien failli capoter et que les familles ont fait bloc tout ensemble pour appeler à la libération de tous les otages. C'est le slogan qui est répété depuis des jours et des jours. S'agissant de la trêve, Karim, malgré quelques incidents, elle tient ? La trêve tient et c'est une condition indispensable pour que les otages israéliens puissent être libérés. Et c'est vrai que cette trêve semble bien fragile. On a vu hier le Hamas reculer, faire pression, expliquer que les termes de l'accord n'étaient pas respectés par Israël. On a pensé un instant que ces libérations n'allaient pas avoir lieu. Et donc aujourd'hui, c'est un petit peu cette inquiétude-là qui va sans doute dominer dans l'esprit de beaucoup. Même côté palestinien, puisque en échange de la libération de ces prisonniers israéliens, eh bien, il y a de ces otages israéliens, il y a des prisonniers palestiniens. On a vu aussi quelques images, notamment celle de Isra Jabis, qui est une femme très connue côté palestinien, une femme qui a été accusée d'avoir participé, d'avoir tenté de commettre un attentat à la voiture piégée. Elle est sortie de prison plus tôt que prévu, défigurée. Les autorités israéliennes ont demandé aux familles des prisonniers palestiniens de ne pas célébrer, de ne pas fêter, de ne pas mettre de drapeau aux fenêtres. Et ça montre bien la tension qui persiste. En tout cas, cette journée sera suivie de très près par les deux camps. Une journée cruciale parce que certains espèrent que ces libérations, si elles se font dans de bonnes conditions, puissent continuer au-delà des 4 jours initialement prévus. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bon dimanche à tous.